Le procès de Dominique Ongwen s'est poursuivi du 30 octobre au 30 novembre 2017 devant la Cour pénale internationale à La Haye. Pendant cette période, 15 témoins ont été cités par le bureau du procureur pour déposer au sujet de l'armée de résistance du Seigneur, ARS, et de Dominique Ongwen. L'ancien commandant présumé de la brigade Signa de l'ARS est accusé de 70 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui auraient été commis au cours des attaques lancées contre la population civile des camps de déplacés de Lukudi, Padjolé, Odek et Abok entre octobre 2003 et juin 2004. Depuis l'ouverture de la présentation de ces moyens le 16 janvier 2017, l'accusation a cité à comparaître 53 témoins. Les témoins sont tout d'abord interrogés par le bureau du procureur, puis par les représentants légaux des victimes, et enfin par le Conseil de la défense. Dominique Ongwen est représenté par une équipe de juristes dirigée par un conseil, Maître Crispus Ayena Odongo. La défense mène ses propres enquêtes et a le droit d'interroger les témoins de l'accusation. Entre le 30 octobre et le 30 novembre 2017, 15 témoins ont été cités par l'accusation, dont des personnes qui avaient été enlevées par l'ARS, des femmes contraintes d'épouser des membres de l'organisation, un officier de l'UPDF, l'Uganda People Defense Force, un sergent de police ougandais, un expert en criminalistique spécialisé en ADN et un expert en criminalistique spécialisé en enregistrement audio. Au cours de ces audiences, la plupart des témoins ont décrit ce qu'ils ont vécu en 2003 et 2004 au cours des attaques menées contre les camps de déplacés de Lukudi, Padjolé, Odek et Abok. Monsieur Dick Cocotte a ainsi décrit la matinée du 10 octobre 2003 au camp de déplacés de Padjolé. Décrivez-nous ce qui s'est passé après que vous ayez entendu ces tirs d'armes à feu. Réponse. Eh bien, il y a eu un échange de tirs. Les soldats de l'UPDF se sont retranchés dans leur caserne du côté de la Poule et n'étaient plus du tout du côté de Padjolé. Et alors, les combattants de l'ARS sont arrivés en force et ont enfoncé les portes, pillé les maisons. Monsieur Robson Opère a quant à lui raconté les événements qui se sont déroulés le 8 juin 2004 au camp de déplacés d'Abok où il a été enlevé. Bon, certains ont été enlevés et ont dû partir avec eux et ont été tués par eux d'ailleurs. Parce que certaines de ces personnes qui sont parties, eh bien, on n'en a plus jamais entendu parler. Alors, au cours des échanges, la plupart des gens se sont enfuis. Mais moi, comme j'avais mal à la jambe et je ne pouvais pas marcher, ils m'ont attrapé à la porte. Ils m'ont tiré dessus à 3 reprises. Fort heureusement, ils m'ont raté. Je suis tombée. Enfin bon, j'ai essayé d'éviter les balles. J'ai réussi à éviter les balles, mais les rebelles m'ont attrapé, m'ont ligoté, m'ont dit « alors maintenant on te tue ». Alors je les ai suppliés, non. Dans son mémoire préalable au procès, le bureau du procureur allègue que les combattants de l'ARS ont privé les civils de leur liberté en les enlevant par centaines et en les obligeant à transporter des vivres et d'autres biens qui avaient été emportés lors du pillage des camps. Ce faisant, les combattants de l'ARS, dont Dominique Ongwen, auraient exercé des pouvoirs liés aux droits de propriété sur les personnes enlevées. Plusieurs témoins ont été ainsi interrogés au sujet de leur enlèvement au cours des attaques menées contre les camps de déplacés. Quel rôle est-ce que les personnes qui avaient été enlevées à cet âge, c'est-à-dire entre 10 et 17 ans, quel rôle est-ce que ces personnes pouvaient jouer au sein de l'ARS? Le témoin. La plupart de ces personnes étaient utilisées comme stagiaires au sein de l'ARS. On leur
on leur apprenait à devenir des combattants, mais dès le début, ils aidaient à porter des bagages, en particulier les bagages les plus légers. Et puis ensuite, ils étaient aussi entraînés pour devenir des soldats. Après 3 ou 4 mois, après qu'on les ait évalués et que l'on ait vu si vous n'alliez pas vous échapper, retourner chez vous, alors on vous donnait une arme. On vous donnait une arme et ensuite vous deveniez un soldat de l'ARS. Si ça n'était pas le cas, eh bien, vous étiez envoyé pour l'entraînement au Soudan. Vous étiez donc entraîné au Soudan. Vous pouviez rester au Soudan pendant 1 an ou 2. Et puis ensuite, vous étiez renvoyé en Ouganda pour aller combattre. Mais la plupart du temps, les gens de cet âge-là qui étaient enlevés étaient envoyés au Soudan pour l'entraînement. Et rarement entraînés en Ouganda. La plupart étaient envoyés au Soudan dès qu'ils étaient envoyés et entraînés pour devenir soldats. Question, monsieur le témoin. Qu'est-ce que vous entendez par l'objectif, ou qu'est-ce que vous comprenez plutôt de l'objectif global de l'ARS? Pourquoi est-ce que l'on enlevait des gens et qu'on les entraînait pour devenir des combattants? Le témoin, eh bien, il disait clairement que la manière dont Cogne entraînait ces gens, ces soldats, eh bien, c'était pour aller renverser le gouvernement de Museveni de manière à ce qu'il puisse devenir le président de l'Ouganda. Donc, les gens ne voulaient pas volontairement rejoindre son groupe. S'ils ne voulaient pas rejoindre volontairement son groupe, eh bien, ils devaient les enlever. Le témoin protégé P0138, qui avait été alors enlevé par l'ARS, a expliqué le rôle qu'avaient des personnes enlevées au sein de l'organisation. Madame Gilg, je voudrais revenir maintenant au sujet des enlèvements. Vous nous avez dit que l'ARS enlevait des personnes, y compris des personnes âgées de 10 ans et plus. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur le genre de personnes qui étaient enlevées? Est-ce que c'était des hommes et des femmes ou bien des hommes ou des femmes? Et moi. L'ARS enlevait des garçons ainsi que des filles. Si vous êtes âgé de 10 à 17 ans, vous seriez enlevé. On ne vous laisserait pas tranquille. Madame Gilg, et les filles, quel rôle jouaient-elles au sein de l'ARS? Le témoin. Les filles qui étaient enlevées par l'ARS étaient surtout enlevées pour être distribuées à différentes brigades. Et après 6 mois, lorsque le temps est venu, alors on leur donnait à des maris. On les donnait, pardon, à des maris. C'est ce qu'on faisait avec les filles au sein de l'ARS. Une distribution à des maris. Personne n'était autorisé à enlever sa propre épouse ou personne ne pouvait sélectionner son mari. Un autre témoin, le témoin P0006, a déposé au sujet des attaques menées contre le camp de déplacés de Padjoulé, dont elle avait été victime. Elle a notamment raconté qu'on lui avait demandé lors de son enlèvement de transporter des bagages, et notamment un jour, la tête d'une personne qui avait été décapitée. Oui, la raison pour laquelle j'ai dit que parmi les bagages que je transportais, j'ai transporté des parties du corps, c'était parce qu'à une occasion, je n'étais pas encore dans la brousse depuis longtemps, quelqu'un a été enlevé. Il essayait de s'échapper. Quand il a été appréhendé à nouveau, on nous a dit que les personnes qui venaient d'être enlevées avaient reçu l'ordre de tuer cet homme. Mais ils ont ordonné aux hommes
aux personnes qui venaient d'être enlevées de tuer cet homme, mais pas aux filles. Et ils nous ont dit que lorsque l'homme a été tué, il a été coupé en morceaux. Et ils nous ont dit que nous devrions porter les parties du corps de cet homme pour nous faire peur, de sorte que si nous essayions de nous échapper, nous subirions le même sort. On m'a fait porter la tête. Non, je n'étais pas le seul. Il y avait d'autres personnes qui venaient d'être enlevées qui transportaient la tête. L'accusation allègue que entre le 1er juillet 2002 au moins et le 31 décembre 2005, l'accusé était un chef militaire de l'ARS et qu'il commandait des unités d'abord au niveau du bataillon, puis de la brigade. Durant cette période, les grades, fonctions et postes de l'accusé étaient de plus en plus élevés. Il aurait été alors chef de bataillon au sein de la brigade Signa de mi-2002 à mars 2004, ce qui signifie qu'il aurait supervisé l'ensemble des opérations de cette brigade et contribué à celle-ci. Le témoin P231, qui avait été enlevé par l'ARS, a déposé au sujet de la position de Dominique Ongwen au sein de l'organisation et de sa personnalité en tant que commandant. À la question de savoir si l'accusé était intervenu pour sauver des personnes devant être exécutées par l'ARS sur ordre de Joseph Kony, le témoin a répondu ce qui suit. Oui, c'est exact. Il a épargné leur vie. Leur assistant, par exemple, qui est l'un des commandants, a été sauvé également. Moi, ma vie a également été épargnée. Son nom était Tachelam. Il y avait également Okela Vincent. Il n'a pas été tué non plus. Malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Ojok Alex a également été épargné. Il aurait dû être exécuté également, tout comme d'autres personnes. Mais grâce à l'intervention... Dans son mémoire préalable au procès, le procureur reproche également à Dominique Ongwen d'avoir commis des crimes sexuels et sexistes. Selon l'accusation, l'un de ces crimes a consisté à mettre en œuvre un plan commun visant à enlever des filles et des femmes pour les utiliser comme domestiques, comme partenaires conjugales exclusives et comme esclaves sexuelles, ce qui aurait également entraîné la commission de viols et d'actes de torture entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2005. Plusieurs personnes ont témoigné au sujet de ces crimes sexistes, expliquant comment elles avaient été enlevées puis données comme épouses au commandant de l'ARS. Elles ont également déposé au sujet des violences sexuelles à l'égard des femmes qui avaient été enlevées par des membres de l'ARS ou contraintes par la force à devenir leurs épouses. Faisant référence à l'une de ses déclarations précédentes, le témoin P0351 a dit que l'accusée l'avait donnée à l'un des commandants et qu'elle n'avait pas pu refuser. Madam Witness, you told us that one of Odomi's escorts... Donc vous nous avez dit qu'une des escortes d'Odomi est venue vous dire qu'un des commandants voulait vous voir. Et lorsque vous vous êtes rendu à ce rendez-vous, Odomi était assis avec d'autres commandants avec qui il s'entendait bien. Et Odomi vous a dit qu'à partir de maintenant, vous seriez l'épouse de l'un de ses commandants. Auriez-vous pu refuser et dire à Odomi « Non, je ne veux pas ». Non, c'était impossible. Question, et pourquoi cela? Parce que quand on est dans la brousse, eh bien, on doit obéir, on n'a pas le droit de dire non, on ne refuse pas, on fait ce qu'on vous dit. Et si vous aviez refusé, ou au moins essayé de négocier avec Odomi, que se serait-il passé? J'avais peur qu'il me tue. Lors de son contre-interrogatoire, le témoin a aussi dit qu'elle avait séjourné dans la maison de Dominique Ongwen, où elle avait effectué des tâches ménagères. Donc nous devrions maintenant passer à autre chose. Vous êtes resté dans la maisonnée de Dominique Ongwen. Lorsque vous êtes resté avec Dominique Ongwen, est-ce que vous l'avez étudié en tant que personne, ou en tous les cas, au moins en tant qu'enfant? Réponse, oui. Lorsque j'étais dans la maisonnée de Dominique Ongwen, nous ne restions pas
à côté de lui, car la plupart du temps, nous étions affectés aux tâches ménagères. Et savoir ce qu'il faisait ou ce qu'il pensait était une chose qui nous était difficile. Question. Mais d'après votre évaluation ou votre estimation, Madame le témoin, était-ce un homme gentil? Réponse oui. Plusieurs témoins ont déposé au sujet de l'impact qu'ont eu sur leur vie, et ce, des années après les événements, les attaques contre les camps de déplacés et le fait d'avoir été enlevés et emmenés dans la brousse. Les témoins ont été interrogés à ce sujet par les représentants légaux des victimes. Conformément à l'article 68 du Statut de Rome, les vues et les préoccupations des victimes et témoins sont exposées et examinées à des stades appropriés de la procédure et d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial. Ainsi, les représentants légaux des victimes ont interrogé les témoins au sujet de leur bien-être économique, physique et émotionnel après ces événements qui ont changé leur vie. Le témoin P0275 s'est exprimé ainsi à ce sujet. Quelle a été l'incidence de votre enlèvement sur les membres de votre famille? Réponse. Ma famille a vécu d'une façon très différente à partir du moment où j'ai été enlevée. Je pense pouvoir dire que rien ne sera plus jamais pareil pour ma famille depuis ce moment-là, car il y avait un certain nombre de choses que je pouvais faire pour améliorer le quotidien de ma famille et qui sont devenues impossibles. Maintenant, il y a mes frères qui ont eu des enfants. Qui ont survécu. Ces enfants ont grandi, sont devenus adultes. Ils voudraient aller à l'école, mais cela est très difficile car ils n'ont pas les moyens matériels de le faire. Donc, je suis la personne la plus responsable aujourd'hui au sein de ma famille. Je suis celle qui est censée reprendre le flambeau, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas... Monsieur Douglas Richard Aubour a déposé au sujet de la vie en communauté dans le camp de déplacés d'Abok et de la situation du camp après l'attaque. Donc le conflit a eu un impact, c'est vrai. Les gens étaient très inquiets, les gens ont eu beaucoup à souffrir. Ils pensaient aux amis qu'ils avaient perdus, aux parents qu'ils avaient perdus. Parce que les gens, en plus, ont été enterrés tous ensemble. Et le problème, c'est que ces morts ont laissé un grand nombre d'orphelins derrière eux. D'orphelins qui ne vont pas à l'école. Au sujet du préjudice émotionnel qu'il a subi en raison de l'attaque, le témoin a dit ce qui suit. Réponse oui, en tant que chef. Oui, parce que comme j'étais chef, les gens croyaient en moi. Et il y a des gens qui sont morts. Et je vois des orphelins, je vois des veuves, je vois des gens qui n'ont plus de moyens de subsistance. Et cela m'attriste énormément parce que je me sens un peu responsable. Je n'ai pas pu empêcher les choses d'arriver. Et ça me rappelle aussi toutes ces souffrances. Le témoin P0006, une victime des attaques de Padjoulé, a raconté ce qu'il avait vécu pendant et après ces événements. Au sujet de l'impact que ces attaques avaient eu sur sa vie, le témoin a dit ce qui suit. Toutes ces choses qui me sont arrivées ont eu un impact très négatif sur ma vie. Cela m'a causé beaucoup de problèmes. Je suis jeune, mais j'ai maintenant un enfant. Et cela me cause beaucoup d'inquiétude et beaucoup de stress quant à la façon dont je vais pouvoir prendre soin de mon enfant. Et jusqu'à présent, je m'inquiète toujours. Je suis maintenant adulte, mais je m'inquiète toujours de la façon dont je vais pouvoir m'occuper de mon enfant. Oui, je me suis fait des amis, mais la personne avec qui je suis devenue amie était... Je devais être très rusée
parce que je ne pouvais pas discuter de toutes les choses avec cette personne. Je gardais certaines choses pour moi, parce que je pensais que si je lui disais tout ce qui s'est passé dans ma vie, si je divulguais beaucoup d'informations personnelles, elle pourrait reprendre cette information. Donc, nous n'avons discuté que de questions générales, des choses qui se passaient généralement dans la brousse. Monsieur Robson au père a lui aussi déposé au sujet des attaques visant le camp de déplacés d'Abok ainsi que de l'impact que celles-ci avaient eu sur lui. Il a décrit en détail le pillage du camp, la destruction des maisons par le feu et le meurtre des civils durant les attaques. Lui et d'autres civils ont été enlevés par l'ARS et conduits dans la brousse où il a été formé pour être soldat. Par la suite, il a déclaré avoir réussi à s'être évadé et à être rentré chez lui. Il a parlé en ces termes des conséquences qu'avaient eues sur lui les attaques et son enlèvement. Depuis que vous êtes revenu, avez-vous des pensées désagréables qui vous hantent? Avez-vous des cauchemars? Aviez-vous des cauchemars? Réponse: quand je suis rentrée à la maison, j'avais des cauchemars. Je rêvais qu'on m'enlevait à nouveau, qu'on m'emmenait à nouveau dans la brousse. Et j'avais l'impression que c'était vrai, alors je me réveillais en pleine nuit en hurlant. Les cauchemars ont continué, mais quand même sont devenus moins intenses avec le temps. Surtout quand je suis allée au centre centre d'accueil des personnes enlevées, parce que là, on peut avoir des soins, on essaie de mettre des mots sur l'expérience vécue afin de mettre un terme au cauchemar. Et avez-vous reçu un soutien psychologique quelconque du fait de ces cauchemars ou de ce qui vous était arrivé dans la brousse? J'ai suivi une thérapie. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il ne fallait plus penser aux mauvaises choses qui m'étaient arrivées dans ma vie. On m'a encouragé à être fort. On m'a assuré que cela ne m'arriverait plus, ce qui m'était arrivé. On m'a dit de prier en permanence. Et chaque fois que je faisais un cauchemar, lorsque je me réveillais du cauchemar, de me mettre à genoux et de prier afin que les cauchemars ne reviennent pas. Donc pendant la nuit, chaque fois qu'un cauchemar commençait et que je me réveillais, je pouvais le supprimer, le faire disparaître. Question. Est-ce qu'il vous est arrivé d'établir un lien entre ces cauchemars et le Chen? Réponse. Mes cauchemars concernaient surtout un nouvel enlèvement et un retour dans la brousse. Je voulais parler aux gens qui m'entouraient de mes cauchemars, mais ils me disaient de prier. Ils me disaient que certains des esprits malins que j'avais rencontrés dans la brousse étaient à ma recherche et que si je n'avais pas la foi, ils risqueraient de venir me perturber. Au cours de ces audiences, la Chambre a entendu, en plus des témoins ayant déposé au sujet des attaques, 2 autres témoins de l'accusation qui ont évoqué l'interception des communications au sein de l'ARS. Dans son mémoire préalable au procès, l'accusation affirme que les membres de l'organisation utilisaient des moyens radio pour communiquer et transmettre les ordres. L'interception de ces communications a permis d'obtenir des informations concernant, entre autres, l'organisation de l'ARS, sa hiérarchie, sa structure de commandement et ses règles. Le témoin P0339, soldat de l'UPDF, spécialisé dans l'interception des communications, s'est exprimé au sujet du processus d'interception des communications au sein de l'ARS ainsi que des méthodes de déchiffrage du code utilisées par l'organisation dans ses communications radio. En salle d'audience, le témoin a écouté des extraits radio pour lesquels il a été interrogé. Monsieur Nyero Patrick Lumbumba, sergent de l'UPF spécialisé dans l'interception des communications, s'est lui aussi exprimé au sujet de l'interception des communications de l'ARS. Il a reconnu les voix de membres de l'ARS. J'aimerais me concentrer sur les commandants. Quel nom de commandant est-ce que vous vous rappelez? Quels étaient les commandants qui utilisaient la radio?
Le témoin. Le dirigeant de l'ARS, Joseph Kony. Le président, y en avait-il d'autres? Le témoin. Il y en avait d'autres. Vincent Otti. Dominique Ongwen. Lakati. Sam Kolo. Orenga Sisto Abudema. Okonga Alero. Opiro Anaka, ainsi que d'autres. Question. Comment est-ce que vous pouviez reconnaître les commandants de l'ARS qui parlaient à la radio? Le témoin. Je les reconnaissais. Je les reconnaissais parce que l'ARS n'était pas très strict en matière de communication. Parfois, ils appelaient les commandants par leur nom propre. Monsieur Niero a également décrit la procédure qu'il suivait pour intercepter les communications de l'ARS, dont les langages codés utilisés pour déchiffrer les communications. Il a aussi donné des détails sur les habitudes qu'avaient, selon lui, les membres de l'ARS en matière de communication radio. Lors de son contre-interrogatoire, le témoin a donné des précisions sur ce qu'il avait déclaré au sujet de Joseph Kony, le chef de l'ARS, et indiqué comment celui-ci appelait ses commandants dans ses communications radio. Kony me facilitait la compréhension des prénoms de certains de ses commandants en prononçant ces prénoms à la façon Acholi. Prenons le cas de Vincent. En Acholi, Vincent se dit Binay. Et puis le prénom Dominique. En Acholi, Dominique se dit Odomi. Et ce sont les noms qu'il utilisait pour désigner certains de ses commandants, ce qui me rendait la tâche très facile pour savoir de qui il était en train de parler. L'accusation a également cité à comparaître 2 témoins experts en criminalistique, l'un spécialisé en amélioration audio et l'autre en analyse ADN. Monsieur Robert French, expert en criminalistique spécialisé en amélioration audio, a déposé au sujet de l'amélioration de fichiers audio qu'il avait reçus du bureau du procureur concernant des communications interceptées de l'ARS. Il a notamment expliqué comment il a rendu ces fichiers le plus audibles possible. Le témoin a précisé qu'il avait pris le soin de veiller à ce que la procédure n'altère pas les fichiers originaux et qu'il avait comparé ces derniers aux fichiers améliorés. Monsieur Atte Klosterman, expert en criminalistique spécialisé en analyse ADN à l'Institut de criminalistique néerlandais, a été cité à comparaître pour déposer au sujet de 3 rapports qu'il avait établis pour le bureau du procureur concernant des analyses ADN de l'accusé et d'autres personnes. Dans son mémoire préalable au procès, l'accusation soutient que les résultats des tests ADN de filiation montrent que Dominique Ongwen avait eu des enfants du temps où il faisait partie de l'ARS. Invité alors à donner des informations supplémentaires sur le processus de collecte de prélèvements ADN et de la conduite des analyses ADN, M. Klosterman a confirmé que les résultats montraient que l'accusé était vraisemblablement le père de plusieurs enfants avec un taux de probabilité étant de 99,99%. Le procès dans l'affaire Le procureur contre Dominique Ongwen s'est poursuivi le lundi 15 janvier 2018 avec la déposition du 54e témoin de l'accusation.